pourquoi on s'est lancé dans cette proposition de loi? Parce qu'en fait, on pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus poursuivre des projets anachroniques comme celui contre lequel vous vous battez ici, avec un tel coût à la fois financier et environnemental. Et aujourd'hui, je vous parle en plus dans un moment un peu particulier pour moi, donc vous l'avez compris, je viens de Toulouse. Et ce matin, donc justement, juste avant de prendre le train pour venir vous rejoindre, j'étais à un grand rassemblement avant le passage donc, au tribunal administratif de l'audience sur l'autorisation environnementale de l'autoroute A69. Et vous l'avez certainement entendu, la rapporteure publique a demandé l'annulation totale de ce projet, de son autorisation environnementale. Et alors ça, c'est vraiment un espoir phénoménal pour tous les opposants de longue date, dont je suis évidemment, parce que ce qu'elle dit très clairement, elle donne raison aux opposants en disant non, en fait, il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour détruire des espèces protégées, des espaces, etc., etc. Tout ça pour gagner peut-être quelques minutes, et alors que les alternatives n'ont absolument pas été étudiées sérieusement. Jusqu'à une précision, au cas où vous ne connaîtriez pas complètement ce projet, il a quand même la particularité de longer littéralement une route nationale qui existe déjà et qu'on aurait pu être réaménagée. C'est vraiment le projet le plus absurde qui soit, et dans lequel pourtant les pouvoirs publics s'acharnent, comme vous le savez. C'est le projet du coup qui est peut-être le plus caricatural de tous. Le spécialiste du climat, M. Christophe Cassou, dit qu'il incarne pour lui l'impossible bifurcation, c'est-à-dire l'incarnation de tout ce qu'il ne faut surtout plus faire aujourd'hui, à l'heure notamment du dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs une mobilisation inédite des scientifiques. Il y avait jusqu'à 2000 scientifiques qui avaient signé une tribune pour dire qu'il fallait absolument arrêter ce massacre, et qu'il y a eu une mobilisation citoyenne absolument exceptionnelle dont vous avez forcément entendu parler. Et donc aujourd'hui, on a un très grand espoir, il faut attendre 15 jours pour le délibérer, et peut-être enfin le vent va tourner. En tout cas, donc moi, effectivement, mon point de départ, c'était ce projet, évidemment, donc vous l'avez compris, contre lequel je milite depuis longtemps. Mais en réalité, en creusant, on se rend compte qu'en fait, dans le pays, c'est le collectif La Déroute des Routes qui le dit, il y a une cinquantaine de projets routiers, autoroutiers, qui sont contestés un peu partout, comme le vôtre ici. Et à chaque fois, en fait, ils sont bâtis sur le même modèle. Ce sont des projets qui ont été pensés il y a 30, il y a 40 ans, voire plus, parce qu'ici, la première occurrence, c'était 1972, donc je crois que vous avez la palme. Mais il y en a d'autres, comme l'autoroute A412 en Savoie, qui est un projet dont la déclaration d'utilité publique a été annulée par le Conseil d'État en 1997, qui ressort quand même des cartons et qui est là et qui vient d'avoir un concessionnaire nommé. Pareil, j'étais il y a 15 jours à Montpellier, où il y a aussi un projet de contournement, pareil, qui a été pensé dans les années 90. Enfin bref. Ils sont à peu près tous comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés à une autre époque du point de vue climatique, écologique. On ne peut plus du tout appliquer les raisonnements qu'on avait à cette époque-là. Et à chaque fois, les alternatives sont peu ou pas du tout étudiées, et à chaque fois, on saccage comme ça des centaines d'hectares de zones agricoles. Alors on parle de souveraineté alimentaire, de zones naturelles, des zones boisées, des zones humides. On porte à terme à des centaines d'espèces protégées. Bref, des impacts absolument colossaux et insupportables. Et en face, les arguments des promoteurs de ces projets, c'est pareil, c'est toujours les mêmes. On va gagner du temps, on va décongestionner, on va désenclaver. Et là aussi, en fait, cet argumentaire, il est fallacieux aujourd'hui. Déjà, le gain de temps, alors il est toujours complètement surestimé. Mais en plus de ça, on sait aujourd'hui qu'on va vers une décélération en fait, des vitesses en voiture, que ce soit pour des raisons d'accès à la ressource énergétique, ou bien tout simplement pour des raisons climatiques. Les scientifiques sont unanimes là-dessus, donc quand bien même il y aurait des gains de temps actuellement, on sait très bien que d'ici peu, ils seront complètement caducs. La question de la décongestion, là aussi ça ne marche pas. Parce que ça a été dit tout à l'heure, en fait, quand vous créez des nouvelles routes, vous créez des trafics induits, c'est-à-dire du trafic supplémentaire qui n'était pas là avant. Plus de routes, c'est toujours plus de routes, c'est toujours plus de voitures. Et là, on a un cas d'école avec le contournement de Strasbourg, vous l'avez certainement vu, qui a été inauguré en 2021. Ça n'a pas loupé, le lendemain, il était déjà saturé. Et depuis, bien sûr, on a les chiffres retour, on voit très bien que le trafic, en réalité, a augmenté là-bas. L'ancien président de l'autorité environnementale, M. Lédindic, dit en fait quand vous créez une nouvelle voie, vous ne créez pas une solution, vous créez un nouveau problème. Voilà, c'est exactement une excellente illustration, je trouve. Si vous écoutez les discours, tout le monde vous dit oui, il faut sortir de la voiture individuelle, il faut développer le ferroviaire, mais ce projet-là, on en a vraiment besoin. Toujours pareil, parce qu'on va gagner du temps, on a besoin de décongestionner, enfin, c'est toujours le même argumentaire. Mais du coup,
comme ça a été tout à fait reconnu par exemple par le secrétariat général à la planification écologique, comme en fait il n'y a pas de vision globale, finalement ce sont des décisions qui sont prises sur la base d'arguments, de critères locaux, ben, en fait tous ces projets ils s'additionnent et on perpétue un système qui accentue donc le tout voiture, le tout camion, alors qu'on a déjà un des réseaux le plus dense d'Europe, on a plus d'1 100 000 km en linéaire de routes en France. Et tout ça, au bénéfice bien sûr d'intérêts privés par ailleurs, mais en plus de ça, ça a une conséquence sociale majeure. Déjà, il y a la question de la désertification des territoires, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant, mais en plus de ça, du coup, ça implique que ça enferme toujours plus celles et ceux qui habitent justement dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, dans une dépendance à la voiture qui est toujours plus forte. Et ça, pourtant, on sait qu'aujourd'hui, pour 79% des Français, la voiture, c'est un gouffre financier. Alma l'a très bien illustré tout à l'heure. Et donc ça doit vraiment nous interpeller, il faut absolument changer de modèle, aussi bien donc pour des raisons économiques que des raisons sociales. Et à propos économique, social que écologique. Et à propos de gouffre financier, quand même une petite parenthèse, le gouvernement prétend chercher à faire des économies là en ce moment, mais en fait si on annulait ces projets-là, c'est 17 à 18 milliards d'euros d'économies pour l'État, et qu'on pourrait du coup réinvestir par exemple justement dans le ferroviaire, dans d'autres mobilités. Donc, les conséquences écologiques de tous ces projets. Qui dit plus de routes, dit plus de trafic, dit plus de gaz à effet de serre. C'est une évidence, ça a été très bien démontré avant. Mais il ne faut pas oublier que quand même le transport, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre de cette planète. Qu'en France, c'est le secteur qui ne baisse pas ses émissions de gaz à effet de serre. Et alors, je vais encore citer M. Christophe Cassou, donc co-rédacteur du rapport du GIEC, dit en fait, on a tendance à penser ces projets, comme je disais, un par un, genre, bon, quelque part, ça ne va pas changer la donne. Alors, ceci dit, vous, quand même, 50 000 tonnes, hein, ils ont dit en plus. 50 000 tonnes en plus, donc c'est quand même pas rien. Mais même, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une tonne, enfin, toutes les tonnes de CO2 comptent, parce qu'en fait, tout ça s'additionne. En fait, on ne cesse d'accumuler, depuis des années, on ne baisse pas, en fait, l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, tout ça s'accumule et ça crée les conditions de notre risque climatique futur, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, chaque tonnes en plus comptent, et on en a eu malheureusement un exemple frappant tout récemment avec les tempêtes, l'inondation meurtrière qui a eu dans la région de Valence et qui doit tous nous secouer. Parce que là, en fait, c'est le serpent qui se mord à la queue, c'est-à-dire que d'un côté, on sait que le transport routier est responsable, un des responsables principaux des émissions de gaz à effet de serre, qui eux-mêmes ont un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Et donc, dans la multiplication des événements catastrophiques, mais en plus de ça, ce qui fait que des pluies diluviennes se transforment en inondations incontrôlables, meurtrières, comme on a pu le voir, c'est l'imperméabilisation des sols. Donc, le réseau routier fait une grande part. L'autre impact majeur, on a dit, c'est la biodiversité d'une manière générale. On a dit, on s'attaque à chaque fois à des espèces protégées, mais d'une manière générale, il y a une atteinte à la biodiversité. Déjà par les collisions, on n'en parle pas, mais les collisions de voitures, c'est un rôle important. Par exemple, sur les lynx, les populations de lynx, c'est à peu près 20 morts par an par collision. Or, c'est une population de 150 à 200 individus. Donc on voit très bien que sur cette espèce-là, ça a un rôle absolument colossal. Et même pour un animal plus quotidien, le hérisson, par exemple, on est sur 2 à 3 millions, et encore, c'est des estimations de collisions par an, mortelles bien sûr. Or, vous l'avez certainement vu, le hérisson vient de passer dans la catégorie des espèces menacées. Donc tout ça a un véritable impact, et en plus, il y a ce qu'on voit peut-être moins, c'est ce qu'on appelle les ruptures écologiques. C'est-à-dire que le réseau routier, en fait, coupe l'accès à des ressources, coupe des parcours migratoires, et en plus enferme du coup les populations qui du coup gardent un même pool génétique. Et ça peut avoir des conséquences alors, en termes de consanguinité à long terme, mais aussi de faible résistance et faible adaptation aux différents accidents, que ce soit climatiques ou autres, qui peuvent se produire. Et tout ça, on persiste dans tout ça au moment où, par exemple, le WWF nous alerte sur le fait qu'on a perdu 73% des vertébrés sauvages en l'espace de 50 ans. Il y a un an, on apprenait que c'était un quart des oiseaux qui avaient disparu sur la même période. Bref, on ne peut plus se permettre d'avoir ce type de projet. Et en plus de ça, on sait que là, pour le coup, je ne vais pas développer là-dessus, mais que la première atteinte à la biodiversité, c'est bien sûr l'artificialisation des sols. Alors là, on a dit que c'était au total des milliers d'hectares de terres qui sont saccagées, qui sont artificialisées.
Ensuite, il y a la question de l'attaque à l'eau. Ça a été très bien développé ici, alors qu'on sait qu'on va vers de plus en plus de sécheresse. C'est toujours plus de pollution des nappes phréatiques, des atteintes au cycle de l'eau. Alors on l'a vu autour de l'autoroute A69, il y a une énorme inondation à côté de la zone de travaux, du terrassement qu'ils ont fait. Alors c'est une zone où il n'y a jamais eu d'inondation avant. Donc là on voit bien que c'est directement la cause des remblais, du terrassement qui a été fait ici. Chapeau les artistes. Bref. En plus de ça, il y a tout ce à quoi on ne pense pas. Je parlais par exemple des à côté, de tout ce qui permet la construction. Par exemple, les gravières. Ici, vous le savez, pour récupérer les granulats pour construire les routes, on va chercher dans les gravières dans l'Eure, c'est ça ici. Par chez moi, c'est dans l'Ariège. À chaque fois, ce sont du coup des nappes phréatiques qui sont menacées parce qu'on les se retrouve à l'air libre, elles s'évaporent. Et en plus de ça, on les pollue parce que pour boucher les trous, on met des déchets du BTP. Donc c'est de la pollution directe dans les nappes phréatiques. Et il faut quand même savoir que les routes, c'est aussi un transport de matière absolument phénoménal. Je vous donne juste un chiffre à retenir. 1 kilomètre linéaire d'autoroute, c'est 30 000 tonnes de sable et de gravier. 30 000 tonnes. C'est complètement fou quand on multiplie ça par le nombre de kilomètres prévus dans tous ces projets. Et encore là, je ne parle pas de l'entretien qui en nécessite beaucoup aussi. Bref, il y a aussi par exemple les usines à goudron auxquelles on ne pense pas nécessairement, enfin le vrai nom, pardon, c'est des usines à enrobés bitumineux. Il y a beaucoup de collectifs qui se créent un peu partout justement pour lutter contre l'implantation de ces usines qui ont des impacts évidents sur la santé humaine en termes de pollution. Bref, on est face à des impacts absolument colossaux quand on met tous ces projets bout à bout. Or, comme je vous le disais, c'est absolument pas pensé. Et une dernière chose sur laquelle je voulais insister, qui est sortie des auditions que j'ai pu mener, c'est à quel point les critères environnementaux sont sous-évalués, mal évalués. Pourquoi? Parce que tout est monétisé en fait. Dans les autorisations de ces différents projets, en fait, on donne un coût aux choses. Et on ne sait pas évaluer le coût de la destruction d'un écosystème. On ne sait pas faire ça. Donc, résultat des courses, c'est par exemple le fameux argument de gain de temps, donc derrière peut-être l'activité économique, etc., qui prime surtout, qui écrase absolument tout le reste. Et en plus de ça, vous savez que normalement, donc on est dans ce qu'on appelle le dispositif ERC, éviter, réduire, compenser. Donc quand vous atteignez, porter atteinte justement à des espèces protégées, soit vous devez trouver un moyen d'éviter, donc étudier des alternatives, vous l'avez compris, c'est pas trop fait, soit réduire, soit si vraiment vous n'y arrivez pas, vous devez compenser. Sauf qu'en fait, là, tous ces projets, ils présentent des plans de compensation. Mais alors déjà, ça m'a été confirmé par l'autorité environnementale. Il y a plein de projets qui en fait ne présentent pas un plan complet des compensations qui prévoient par rapport aux dégâts qui sont prévus. C'est un peu en mode on verra ça plus tard, la biodiversité, c'est pas l'urgence. Et en plus de ça, on a souvent des diagnostics erronés. Et au final, si on regarde ce qui se passe après coup, c'est à peine un tiers des compensations qui sont réellement mises en œuvre. Elles sont souvent mises en œuvre sur des terrains qui ne sont pas très abîmés à la base, pas très dégradés, donc en fait le gain écologique est quasiment nul. Et puis en plus de ça, se pose la question de la compensation en soi. Qu'est-ce que ça veut dire compenser? Par exemple, nous on l'a vu sur le tour de 69, on disait vous n'abîmez pas un arbre abattu, 5 arbres replantés, on dirait une pub, mais c'est vraiment ce qui nous était dit, et pourtant, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour se rendre compte qu'on ne remplace pas un arbre centenaire, bicentenaire et tout l'écosystème qu'il porte avec lui en replantant 5 arbustes qui en plus de ça vont pour beaucoup mourir dans les années qui vont venir. Bref, ça n'a aucun sens. Les tourbières aussi par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par ici, mais c'est des écosystèmes qui ont des millénaires à se constituer, bien sûr que non, on ne va pas compenser ça en l'espace de quelques dizaines d'années, ça n'a aucun sens. Et enfin, l'autre chose qui pèse, c'est la durée des contentieux. On le voit par exemple là, sur le tour d'A69, ça fait 1 an en fait, que les recours ont été portés. Vous connaissez bien ça, puisque partout les collectifs portent des recours contre tous ces projets. Sauf qu'en fait, on s'en met un temps fou à étudier pendant ce temps-là, à être jugé directement, et pendant ce temps-là, les travaux avancent. Donc en fait, on se retrouve avec une forme de passage en force et des dégâts qui après, trop tard, sont déjà faits. On l'a vu par exemple avec le tribunal d'Amiens qui au printemps a annulé l'autorisation environnementale d'une route. Dommage, elle a été construite depuis 1 an. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose contre quoi il faut lutter et qui justifie l'idée de faire un moratoire, de dire voilà, en fait c'est général, hein, on s'arrête et on réfléchit à tout ça. Je termine avec justement le parcours parlementaire de cette proposition de loi. Vous avez peut-être vu qu'elle est déjà passée en commission du développement durable la semaine dernière, donc c'était mercredi. Elle a été du coup rejetée par l'alliance, donc en gros des macronistes jusqu'à l'extrême droite, avec des arguments archi caricaturaux, qui reprennent exactement ce que je disais à l'instant, et qui en fait démontrent
exactement ce qu'on dénonce dans cette proposition de loi, c'est que tous, ils défendent leur projet près de chez eux, qui a été pensé il y a 40 ans, que tout le monde attend depuis 40 ans, sans aucune conscience des enjeux écologiques, ou alors en les balayant d'un revers de la main, et puis avec toujours les mêmes arguments fallacieux du gain de temps, du désenclavement, etc., etc. Bref, il reste dans un logiciel complètement périmé, qui n'est plus adapté au monde que nous vivons. Et donc j'espère que ce débat va provoquer une réflexion chez certains d'entre eux. Le texte donc revient, je l'ai dit, jeudi en hémicycle. Et quoi qu'il en soit, moi ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que de toute manière, voilà, on a lancé cette bataille, on va continuer à la mener avec les collègues d'ailleurs du nouveau Front populaire, parce que déjà, on a vu par exemple les collègues écologistes proposent une proposition de loi quasi similaire. Et d'une manière générale, je pense qu'aujourd'hui, on a un tournant sur cette question-là. Enfin, un mauvais jeu de mots. Mais donc je vous ai parlé de la mobilisation autour de la 69 et de l'espoir qu'il y a aujourd'hui. Moi, ce que je vois aussi d'une manière générale, c'est l'expertise citoyenne qui monte avec l'opposition un peu partout sur le territoire. On a vu il y a quelques semaines l'abandon du projet du boulevard intercommunal du Parisis, qui était aussi un projet d'autoroute de liaison. Je vous citais l'annulation par le tribunal d'Amiens au printemps d'une autre route. Et d'une manière générale, si on regarde ce qui se passe ailleurs, il y a le Pays de Galles, il y a les Pays-Bas, l'Écosse aussi, me rappelait-on tout à l'heure, qui ont déjà engagé des moratoires routiers. Et pas plus tard qu'hier, nos voisins suisses ont voté contre l'élargissement des autoroutes. Voilà, donc je pense que maintenant il y a en tout cas un début de prise de conscience collective et qu'il faut continuer à mener cette bataille parce que c'est une bataille pour l'avenir tout simplement, pour la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. Donc voilà pourquoi on demande un moratoire, une pause, pour pouvoir réfléchir à une véritable planification, bifurcation de notre système de mobilité. Qu'est-ce qu'on veut comme transport? Qu'est-ce qu'on veut comme aménagement du territoire qui soit un modèle durable, résilient, en un mot adapté au monde que nous vivons aujourd'hui?